Doit-on suspendre la campagne de vaccination au Togo ou la continuer? Voilà une question qui se retrouve sur toutes les lèvres dans notre pays, puisque dans plusieurs pays en Europe, elle a été suspendue, même en RDC, en Afrique. Au Togo, la question demeure. Mais sur les médias, c'est la menace au niveau du comité scientifique où un ministre est monté sur les plateaux la semaine dernière ou bien le week-end pour menacer la population ou bien ceux qui hésitent encore à se faire vacciner. Luc, oui. Pour ou contre la vaccination avec AstraZeneca? Bon, moi, n'étant pas scientifique, je n'ai pas à être pour ou contre la vaccination, mais j'ai juste besoin d'analyser ce qui se dit pour être persuadé de l'efficacité ou non de cette campagne vaccinale. Et en cela, vous avez fait allusion donc à des interventions des officiels togolais qui, moi, personnellement, m'a intrigué. Parce que j'ai suivi l'émission et j'ai même écrit pratiquement 2 articles à ce propos où j'estime qu'il faut que les gens comprennent que il faut convaincre et non chercher à vaincre par un langage qui ne tient pas. Je ne comprends pas comment on peut poser une question à un ministre, bon, il n'est pas ministre de la Santé, mais un docteur médecin, membre du comité scientifique. On lui dit, ben, écoutez, ailleurs, on a vu les agents vaccinateurs porter des gants avant de le faire. Pourquoi donc au Togo, c'est pas le faire? Et puis, il s'irrite. Il s'irrite au point de dire qu'eux, ils n'ont pas le temps pour suivre ceux qui rament à contre-courant. Ils ne sont là que pour ceux qui veulent avancer. Ils ne vont avancer qu'avec eux. Et que, bon, ben écoutez, le train a démarré de toutes les façons. Celui qui veut, il monte. Celui qui ne veut pas, il reste. Et puis celui qui ne veut pas, et il reste, il attrape Covid. Il vient avec la maladie, on le facture. Les 500 000 par jour, et de telle manière que je ne comprends pas. Parce que nous, on peut tenir, ou bien des gens dans la rue peuvent tenir ce genre de langage avec des humeurs. Mais lorsque vous occupez un poste donné de responsabilité, vous devez avoir une forme de pédagogie dans votre langage. Pourquoi? Parce que la question en réalité concerne la vie humaine. Mais ce qui pose le débat, est-ce que c'est des va-nu-pieds? Est-ce que c'est le paysan d'Adjenguéré qui est en train de poser le débat? Ou bien c'est la ménagère, la revendeuse des bonjours au marché? Non. C'est ceux qui écoutent les informations à l'extérieur qui posent le débat. Il faut un minimum de respect, d'élégance, de courtoisie, mais surtout aussi d'empathie lorsque vous voulez amener les gens à comprendre la pertinence de l'action que vous menez, de telle manière qu'ils puissent adhérer librement et qu'ils aillent se faire vacciner sans la peur au ventre. Parce que la question là concerne la vie humaine. C'est-à-dire que si vous n'avez pas toutes les garanties et vous vous amenez là, on vous pose le vaccin et puis vous avez des problèmes. Et puis, quand vous regardez un peu sur le plan mondial, des pays sérieux, comme le Danemark, j'apprends même que l'Allemagne envisage de suspendre, la Finlande, et même la Suisse dit, je ne commence pas, je veux voir comment les choses vont se passer ailleurs avant de commencer, parce que pour le moment, il n'y a que des communiqués, je n'ai aucune garantie et tout ça. Encore qu'il y a des cas où on a vacciné des gens et il y a eu des effets secondaires où il y a des coagulations, des caillots, de ça, etc., etc. Donc ça veut dire que tous ces éléments-là devraient amener au moins le comité scientifique à relativiser son langage, à faire en sorte, à assurer, parce que ce n'est pas eux-mêmes qui ont fabriqué le vaccin non plus. À partir du moment où ce n'est pas vous qui l'avez fabriqué, comment vous pouvez avoir autant d'assurance, plus que ceux-là même qui l'ont fabriqué, au point de menacer des gens, comme si vous êtes en face des cobayes, qui doivent absolument suivre les instructions que vous donnez, parce que sinon, ben, écoutez, ça fait votre problème, nous on ne va pas transiger, etc., etc. Non, mais attendez, moi je suis choqué quand j'écoute cela, parce qu'il faut que les gens se disent que ceux qui les écoutent, il n'y a pas que des abrutis, il n'y a pas que des enfants, il y a des gens qui ont une culture intellectuelle et qui connaissent les exigences, ne serait-ce que de l'art oratoire, de la communication, de comment l'homme doit pouvoir se tenir pour pouvoir convaincre et quelle attitude un officiel doit pouvoir tenir devant le public pour montrer qu'il a des gardes pour ceux-là qui les écoutent. Même nous-mêmes qui venons faire les émissions ici, on ne peut pas venir tenir un langage ordurier parce que c'est tout un peuple hétéroclite
Et c'est le monde entier qui nous écoute. Et donc, on ne peut pas venir tenir un langage de bas niveau. Il faut que les gens comprennent. C'est vrai, ils sont des spécialistes, ils sont dans leur domaine, mais une chose est d'avoir une science et une autre est de savoir transmettre cette science-là, de sorte à convaincre les gens qui vont vous suivre. Et donc, de ce point de vue, je pense que la communication qui se fait autour de cette question de la vaccination contre la Covid est quasi médiocre. Il faudrait que les gens comprennent qu'ils nous doivent respect. Et que s'ils ne parlent pas bien, on est obligé de leur retourner l'ascenseur pour leur dire, en fait, nous connaissons aussi. Tout simplement, pour l'instant, c'est ce que je peux dire. Voilà. Merci beaucoup. Et Joël, comment est-ce que vous percevez la question, ces menaces et autour du vaccin AstraZeneca? Je crois que c'est le ministre Iwo Ateba qui a mis encore une série sur ce débat qui était déjà sous-jacente, c'est-à-dire qu'il était déjà présent dans l'opinion, au sein de l'opinion. Alors, Iwo Ateba, parlons-en. Bon, c'est un monsieur que moi j'ai connu grâce aux écrans de la TVT, et je crois que beaucoup de ceux que moi j'ai connus dans la foulée là ont bénéficié de la gracieuse attention du chef de l'État qui les a promus. Il est un peu dans la trempe d'un certain Essoham, qui a été nommé en tant que directeur, Bacha Essoham, il était un bref directeur des examens, des bourses et stages, je crois, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Je dis bref, parce que ce qu'on a vu de lui à l'écran, c'est ça qui a fait que le chef d'État dit, ok, bon, je peux faire compéter avec lui, mais bon, à l'exercice, ça n'a pas été le cas. Et c'est ce que nous démontre également Iwo Ateba. Parce que je me demande si c'est le même monsieur pour qui ses collègues ont été faire le pied de grue au niveau de l'ex-SRI, SCRIC, et pour une affaire de nôtre. La presse même est montée au créneau pour défendre sa cause. Quand on devait même les lire en tant que doyen de la faculté, ça a été vraiment de haute lutte, les gens sont battus pour lui. Est-ce que c'est le même monsieur qui a eu le mérite de déplafonner l'effectif au niveau de la première année de médecine en sortant de ce carcan de 30, 40 élèves, etc., déplafonné pour dire, moi je donne la chance à tout le monde? Est-ce que c'est le même monsieur? Parce que j'ai l'impression que c'est ça, on a parlé tantôt de l'homme, de ses convictions, de sa contenance. Parce que le B.A.B.A., à quoi ça aurait servi? C'est un peu comme l'humoriste Tifa l'a écrit. À quoi ça aurait servi les séminaires gouvernementaux si on ne leur a pas appris comment un ministre doit s'exprimer? Ou bien la leçon était mal inculquée, la leçon était mal apprise. Si la leçon était mal apprise, il faut qu'ils retournent dans un séminaire gouvernemental pour qu'on leur explique l'art, comment une autorité publique s'exprime. À plus forte raison, un ministre de ce rang, il est ministre de l'enseignement supérieur. C'est ministre de l'intelligentsia. Et tu t'exprimes comme cela. Je suis tombé des nues. C'est sur ce plateau, peut-être il n'a pas eu sur l'autre journal, mais je me fais le loisir de répéter. L'intellectuel, c'est celui qui est raffiné. C'est l'élégance dans la parole. C'est le sens de la mesure, comme mon frère vient de le dire. Vous vous adressez à un public composite. Les gens sont de divers horizons. Le minimum, c'est de les respecter. Et puis, il faut savoir présenter le message pour que ce soit assimilé. Il est dans les sites de la communication. Alors que, bon, quand nous recrutons, on va les former sur l'art de communiquer. Comment présenter le message, comment parler aux gens. Parce que les gens sont déjà, l'opinion est déjà braquée. Avant même que les vaccins ne sortent. Parce que nous avons le palu qui tue par jour, plus que ce que le Covid a fait en des mois. On n'a pas trouvé le vaccin. Il y a déjà, les réseaux sociaux qui ont déjà virusé l'opinion. On a braqué l'opinion sur ce vaccin. Il y a les spéculations d'ordre mondial qu'on veut instaurer, etc. Le vaccin est devenu déjà chargé. Et comme Luc le dit, c'est les inventeurs du vaccin. Nous ne sommes que des consommateurs. C'est ceux qui ont produit le vaccin qui disent non, on suspend. On fait le break pour voir. Mais toi, tu te mets dans un langage
des plus regrettables pour un ministre, en plus de l'enseignement supérieur, pour un professeur, qui professeur. Donc moi je dis, c'est là où il faut parler du contenu, parce que très souvent dans tes prestations, ça amène à s'interroger sur ton pedigree. Quel était ton parcours? Comment tu en es arrivé là? C'est ça. C'est-à-dire, à force de ne pas pouvoir se retenir devant, et puis dans ces grands exercices. Maintenant, quand on va au-delà de la personne de Youhou Ateba, parlons même de la communication sur le Covid et puis le vaccin jusqu'ici. La communication a bugué, sérieusement. La communication a bugué en général, parce que celui qui est à la tête du CNS, c'est un militaire. CNGR, c'est ça? CNGR, c'est un militaire. Vous allez voir par exemple que quand certains docteurs Cuvi, il intervient, moi à chaque fois que je pianote sur mon portable, c'est-à-dire je lappe le crâne de mon portable, etc., je tombe sur ces interventions et je suis toujours retenu. Parce qu'il a toujours une démarche, une façon de présenter. Quand aujourd'hui il a dit, certainement c'est pour effacer ce que les écumes que Iwa a présenté, quand il dit que le rapport efficacité et risque du vaccin est excellent. Ça t'amène à voir, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Voilà. On n'a pas dit que le vaccin est sans risque. Il y a des effets secondaires, puisque eux-mêmes dans le document qu'ils ont remis à la presse pour communiquer sur ça, il y a des effets secondaires, on le sait. Mais à quelle hauteur? Au moins ça y est, même si c'est le mensonge, c'est bien présenté. Ça y est, le marketing est là. Le packaging est bon. Quand il dit plus loin que on ne peut obliger personne à vacciner, c'est par les canaux d'un autre confrère que j'ai lu, il dit qu'on ne peut obliger personne, le vaccin ne peut pas être obligatoire, et que l'objectif c'est de vacciner au moins 60% de la population. Ça c'est l'objectif. On n'a pas dit on va prendre les militaires pour sortir. Les gens, on n'est pas comme en Russie où il y a une vidéo qui circule sur on va prendre les gens dans le champ pour les vacciner. Nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans une démocratie, nous sommes à l'ère d'éthique où les gens sont déjà braqués. D'abord, les Africains, beaucoup considèrent que cette histoire de coronavirus, j'ai été étonné la dernière fois, j'étais sur un plateau, quelqu'un appelle, dit, est-ce que le coronavirus est le Togo Yanyawa? Ah bon? Non, les gens sont à cette étape, c'est-à-dire qu'il faut carrément de la pédagogie, de ce que les Anglais appellent le process, un process pour les amener à sortir de leurs ténèbres, les faire accepter le fait que le coronavirus existe, hein, on leur donne des preuves, ils sont convertis, maintenant, ok, qu'est-ce qu'on fait? Ok, il y a le vaccin. Le vaccin, il n'y a pas de risque dedans. Petit à petit, les gens, ça y est, il faut que la population s'approprie l'enjeu du vaccin, la nécessité du vaccin pour aller convaincre. Et là, ça y est, c'est comme vous lancez une roue sur la rampe et la roue même va. Mais quand vous sortez, quand c'est un certain IU, je crois que il faut que le gouvernement s'applique à ce qu'on prend vraiment. Je me rappelle il y a de cela 10 ans, un professeur en communication d'entreprise disait que chaque ministère a besoin d'un communicant dans sa communication. Parce que ce n'est pas... C'est curieux que l'État donne l'agrément à des écoles de former, de créer des filières communication d'entreprise, communication institutionnelle, et puis finalement, l'État même ne consomme pas ça. Et quand on veut communiquer, c'est TVT. Non, quand vous dites communiquer, non, il faut qu'on sorte de ce carcan. Il faut qu'on sorte de ce carcan. Il faut également qu'on sache que le journaliste n'est pas forcément un communicateur. Parce que le journaliste fait de l'information, il envoie un message, mais il ne sait que ce que provoque le message, ça ne l'intéresse pas. Mais le communicateur, il mesure d'abord ce qu'il envoie et il évalue le feedback. C'est ça la nuance. Il faut qu'on sorte de ce carcan. Il faut qu'on crée vraiment le débat. Il faut qu'on accepte le débat, qu'on accepte de s'enrichir plutôt que de rester dans des formules forecloses. Maintenant, quand on parle de... si la communication sur le coronavirus, comme sur le vaccin, a bugué, mais c'est parce qu'on fait même bas sur le budget. Quand on annonce près de 11,5 milliards, et la presse, qui est aujourd'hui le seul acteur qui accompagne la communication, à la presse, on ne dit pas clairement combien on met sur la table pour que la presse communique. Peut-être, je ne sais si le chef d'État le sait, mais il faut que le sache. Parce que jusque-là, on ne dit pas clairement quel est le budget de la communication, combien la presse prend. Parce que la presse a fait déjà un travail précurseur en amont. Et aujourd'hui, la presse veut accompagner, mais nous sommes au service de l'opinion. Si la position de l'opinion est ascendante, on n'a pas des éléments
à plus forte raison que les éléments de langage ne sont pas préparés, le message n'est pas préparé, rien n'est fait. Et si l'opinion est trop braquée, mais nous risquons de nous mettre à dos l'opinion. Et la presse, on ne sait même pas, sur les 11 milliards, combien on donne à la presse écrite, à la presse audiovisuelle, etc. etc. Et c'est le flou. Mais à force de vouloir chaque fois prendre son beurre, prendre sa part, on a l'impression que d'abord, le flou la brutalité que le ministre Iou a utilisée fonde aujourd'hui à comprendre pourquoi on fait, comme on appelle le calaboulé. On fait le calaboulé sur le budget. On a l'impression que les gens veulent faire passer ça rapidement et puis, bon, les 11 milliards, on se le partage et c'est bon, quoi. Sinon, il faut de la clarté sur cette histoire de vaccin. Qu'est-ce qui se fait? Et le minimum de choses, quand on demande aujourd'hui qu'on suspende, on n'est pas en train d'inventer une histoire. Mais ceux qui ont créé le vaccin, ils me mis suspendre. Ça vous coûte quoi? Ne serait-ce que pour assurer l'opinion. Ne serait-ce que pour leur dire. C'est en cela je dis, le process, il y a une manière de procéder. On fait full stop. Ok, on va pas aller rapidement, enfin de façon plus, etc. Mais ceux qui nous ont donné le vaccin, eux-mêmes suspendent. Ok, on va suspendre juste ne serait-ce qu'une, 2 semaines. Et on verra ce qu'il faut faire, s'il faut reprendre, etc. etc. Voilà. Oui. Lorsque j'ai suivi tous les argumentaires avancés par les invités à cette émission où on veut quasi manu militari amener les gens à se faire vacciner, premier argument, c'est que l'État a dépensé de l'argent pour acheter les vaccins. Et donc c'était dépense. On parle en termes d'argent. Moi j'ai juste envie de me poser cette question. Quel montant vaut une vie humaine? À partir de ce moment-là, si on se pose la bonne question, on comprend alors que, mais quand vous voulez persuader des gens, ce n'est pas des arguments de cette nature-là, où vous dites que oui, c'est une chance parce que l'État s'est rendu disponible pour commander des vaccins et donc vous ne devez pas faire des caprices. Sans même s'interroger sur, mais pourquoi les gens sont-ils réticents? Voilà une question banale que le communicateur doit pouvoir se poser avant de commencer à prendre la parole. Il y a quand même des gens qui ont étudié la science de la communication. Vous prenez Honoré de Balzac, il a montré comment il faut procéder pour lancer une communication et quelles sont les conditions dans lesquelles vous devez pouvoir passer une information, parce que la capacité de réceptivité du destinataire compte. Et en fonction de ça, vous, le destinataire du message, vous le formulez en fonction. Donc, lorsque je vois des gens dont la mission est de venir persuader un peuple entier à pouvoir accompagner une politique de vaccination, venir nous dire que c'est parce qu'on a mis de l'argent et donc vous devez pouvoir suivre comme des cobayes ou un troupeau apeuré qu'on ne peut conduire qu'avec des intimidations. Dans ces conditions-là, moi, ça me cause personnellement un problème. Parce que, étant un communicateur et journaliste à la fois, je me sens désarmé de voir des gens en qui je dois pouvoir investir ma confiance, tenir un langage aussi inadéquat dans un contexte pareil où ce qui est mis en jeu est la vie humaine. Aujourd'hui, vous allez voir, j'ai lu récemment une plainte qui a été reçue par la Cour pénale internationale concernant les conditions dans lesquelles on est en train de procéder à la campagne vaccinale en Israël. Parce qu'on estime que cette procédure-là heurte le traité de Nuremberg, où il faut absolument que le patient adhère après avoir eu l'éclairage nécessaire, c'est-à-dire de façon volontaire, à une campagne vaccinale. Malheureusement, ce qui se fait aujourd'hui dans beaucoup de pays n'obéit pas à ce principe-là. En principe, chaque individu est responsable de sa vie. Et donc, vous, en tant que gouvernant, si vous avez l'empathie nécessaire, si vous avez la préoccupation de préserver la vie humaine, vous devez pouvoir procéder par une démarche communicationnelle vraiment adéquate qui le persuade, de telle manière que de façon délibérée et volontaire, non seulement qu'il accompagne, mais qu'il devient même un relais sur le terrain. Mais quand que vous donnez l'impression à des gens qui sont des enfants, hein, c'est comme le petit, il est né, on lui dit fais ceci, ne demande rien. Aujourd'hui, l'esprit critique est très élevé. La démocratie exige
que ceux qui émergent et qui soient donc sur le piédestal soient ceux-là dont la clarté d'esprit se dégage d'elle-même. Voilà la vérité. Alors si vous ne pouvez pas avoir la clarté d'esprit, si vous ne pouvez pas convaincre par un argumentaire consistant et bien cousu, et vous voulez juste vaincre par votre position avec le pouvoir que vous avez en place, peut-être que vous allez effectivement arriver à vos fins, mais à quel prix? Et quelle est l'image que vous reflétez? Vous devenez des petits-enfants pour ceux-là qui ont de la connaissance. Malheureusement, sur une chaîne de télévision, il n'y a pas que des fainéants qui suivent. Hein. De ceux qui suivent, il y en a qui ont la matière. Et donc, ils vont voir, ils vous testent à partir de votre technique, de votre densité, de votre contenu, comme il a l'habitude de le dire. C'est-à-dire que, mais il faut que les gens se nourrissent. Ce n'est pas parce que tu es médecin que tu ne vas pas apprendre comment on communique. Quelle est l'attitude à adopter sur un plateau, par exemple? Ce n'est pas possible. Et puis, comme il a dit, le fait de ne s'accrocher qu'aux médias officiels fait qu'en réalité, ils ne sont pas bousculés pour pouvoir s'étoffer. Et donc, développer vraiment des astuces pour répondre à des questions. Il y a des écoles de rhétorique et il n'y a pas que des littéraires qui font de la rhétorique. Tous ceux-là qui sont appelés à prendre la communication en public, à prendre la parole en public, doivent au moins avoir ce minimum de choses-là, d'éléments de base. Et puis donc, ce n'est pas la presse officielle qui le fait, parce que au niveau de la presse officielle, moi j'ai beaucoup de respect pour les journalistes de la presse officielle, parce qu'ils sont bien formés. Mais le créneau dans lequel ils travaillent est tellement embrigadant que quelque part, ça inhibe leurs compétences. Et donc, ils n'ont plus les réflexes de bousculer. Forcément, donc on accompagne juste des interviews et puis on caresse l'invité dans le sens du poil. Or, ce faisant, ce dernier n'arrive pas à donner le contenu indispensable pour éclairer la lanterne de ceux qui suivent sur le terrain. C'est vraiment dommage parce que sur le plan international, comme je l'ai dit, il y a au moins 9 pays qui ont suspendu, y compris la RDC, par exemple. C'est par prudence. Jusque-là, on n'a pas dit que c'est un vaccin absolument mauvais. Mais la précipitation dans laquelle ce vaccin a été mis en place et donc les effets secondaires qu'on est en train d'observer, on se dit mais il faut peut-être revoir cela. Parce que quand même, tout le monde connaît la procédure par laquelle on met en place un vaccin. Et donc cette procédure-là, qui a été adoptée cette fois-ci, n'est pas la procédure habituelle. Et donc, on doit pouvoir comprendre la méfiance des gens, la réticence des gens. Maintenant, pour les amener vers, il faut franchement un discours qui tiennent la route. Et je suis vraiment désolé de constater ces carences communicationnelles. Et c'est tout là, dans l'attitude de ceux-là qui sont supposés nous convaincre pour nous amener de façon naturelle à ces gens à la vaccination en question. Vraiment, je suis dérangé. Merci beaucoup. Et Joël, vous comprenez pourquoi cette course vers l'AstraZeneca, parce que nous savons qu'il y a dans cette histoire de Covid-19, il y a 3 vaccins qui ont été élaborés dans le monde entier. Il y a le Pfizer, le Moderna et l'AstraZeneca. Les 2 premiers, le Moderna et le Pfizer, on doit les conserver dans le froid extrême. Cette logistique que les pays africains n'ont pas, c'est pourquoi ils se ruent vers l'AstraZeneca. Pourquoi est-ce que même les pays européens optent pour l'AstraZeneca? Ça veut dire que l'AstraZeneca c'est le plus efficace. Oui, mais justement, c'est ce qui nous est plus facile à conserver. Je crois que le degré de conservation doit être autour de 70. Enfin, je ne vais pas raconter n'importe quoi, mais c'est carrément en deçà de ce que les Européens, enfin de ce que demande Moderna, celui de produit de Moderna et puis celui de Pfizer. Alors, c'est-à-dire que ce qu'il faut élucider aujourd'hui, c'est quoi? Cet empressement des États. Vous savez que le monde, c'est un réseau. Les relations internationales, c'est un réseau. L'empressement des États n'a aucun autre sens que de jouer au bon élève devant les institutions des Nations Unies. Comme quoi nous, c'est pourquoi vous allez voir la Première ministre David Toé aller. Enfin, on lui a demandé de dire non, que le Togo souscrit à l'initiative COVAX, etc. Nous sommes de bons élèves parce que le pouvoir veut requinquer son image, c'est-à-dire racheter son image, soigner son image là.
dans le concert des nations. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est là l'enjeu? Raison pour laquelle nous, on interroge vraiment le processus de communication ici. Parce que, au lieu de se repositionner là et de menacer les gens, parce que derrière cette histoire, dans les 11 milliards, l'OMS va financer. Il y a des financements qui vont tomber. Et sans compter ce que nous apprenons sur les décès de Covid même, c'est-à-dire que plus vous dénombrez de Covid, l'État reçoit des financements. Bref, on ne va pas ouvrir la boîte à Pandore. Non, il y a des enjeux pécuniers derrière cette histoire, il y a des enjeux de CFA derrière cette histoire. Raison pour laquelle on veut brusquer les gens. Mais moi je dis, plutôt que de chercher à faire bon élève devant la communauté internationale, le chef de l'État est conscient aujourd'hui que au niveau national, il est un peu comme ce que Sylvanus Olympio était avant le coup d'État du 13 janvier 1963. La popularité est au plus bas. Et cette histoire de vaccin Covid peut, si on a vraiment, parce que la communication aussi c'est une science. Il ne faut pas qu'on pense que c'est de la littérature. Le raisonnement même en soi, c'est une science parce que c'est rien que le bon sens. Ce que tu dis, il faut que ça convainc, ça donne des effets. La science, c'est quoi? C'est ce qui est vérifiable, on a des preuves tangibles, la personne est convaincue, point barre. Alors, cette campagne de vaccination anti-Covid doit être un outil de rachat pour le pouvoir, en ce sens que on aurait pu être malicieux et faire jouer un semblant de panafricanisme pour dire non. En tête, la vérité c'est quoi? Cette maladie menace plus les Blancs que nous. Alors, on a financé l'université qui a mis en place ce qu'on peut consommer pour booster notre immunité. Alors, il va de soi que ceux qui sont le plus exposés, c'est une tranche d'âge. Et quand nous prenons notre pyramide des âges, c'est la plus faible. C'est eux qui représentent la couche la plus faible. Alors, on va cibler notre communication sur eux. Mais avant cela, jouons un peu un faux patriotisme pour dire non, nous on suspend. Parce qu'on veut préserver, on aime tellement notre peuple qu'on veut le préserver. L'hécatombe, c'est pas sur nous, c'est sur les Blancs. Nous, on va préserver, on va suspendre en attendant. On va mieux plutôt sensibiliser, expliquer. Pendant ce temps, on appelle les gens à respecter les mesures barrières, à augmenter leur immunité, etc. Bon, nous, on fait toujours cette consultance gratuitement. Hein. Bon, ils peuvent copier et puis aller mettre en pratique. Non, on le fait toujours gratuitement. Et ça dit que ça peut rehausser le capital sympathie du pouvoir au sein de la population. Dit, au moins, ces gens-là nous protègent. Les Blancs voulaient nous livrer, mais non, le pouvoir est responsable, il nous protège. Ça peut augmenter ne serait-ce que peu le capital sympathie au sein de la population. Et après, vous mettez en branle la campagne de vaccination, les gens diront, bon, si, ils pouvaient nous contraindre, mais ils ont été élégants, ils ont été sages en nous préservant. Le Togo n'est pas rentré dedans, c'est maintenant que le Togo rentre. Les gens vont se lever eux-mêmes volontairement et aller se faire vacciner parce que ce qui serait resté dans leur esprit, que vous avez pris toutes les garanties pour que ce vaccin ne constitue une menace pour eux. Mais quand vous les brusquez, moi je dis, quand le chef d'État fonctionne par cooptation, ils ne veulent pas, ne serait-ce que dans les 2/5 de ces critères de choix, miser sur ceux qui ont l'esprit assez dynamique, qui sont dans la critique, ceux qui sont assez compétents. Tant qu'il aura ça en mal, il va descendre de plus en plus en termes de popularité. Il va descendre de plus en plus parce que quand tu prends les clientélistes, mais il ne te donnera que ce qui est la plus belle fille du village ne peut donner que ce qui est là. Quand tu prends des clientélistes, il ne peut te donner que ce qu'ils ont de brut. C'est-à-dire que sans passer chez leur payeur, c'est ça? Sans passer chez leur payeur, sans passer par la machine, il te donne ce qu'il a de brut. Il n'a pas le temps d'assainir de polir son esprit, de polisser. Je vais utiliser plutôt de polisser l'esprit, mais il te le rend de façon brute. Et c'est comme ça.
Donc c'est ça l'enjeu. Il faut plutôt que le gouvernement fasse de l'initiative qu'on va de cette campagne un outil de rachat au sein de l'opinion. Hein? Augmenter ça, enfin, rehausser sa capitale sans capital sympathie, tant soit peu, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va encore le casser demain. Mais il faut qu'il tente quand même de le faire et arrêter de courir derrière l'argent et mieux traiter ces acteurs-là qui seront associés. Parce qu'on ne veut pas escroquer éternellement. Il faut que la presse aujourd'hui, on parlait du cas de la TVT, on n'a rien contre la TVT, mais aujourd'hui ils sont dépassés par les enjeux. Combien aujourd'hui captent les médias officiels? Ben, c'est à leur corps défendant. C'est à leur corps défendant. Aujourd'hui, la technologie les a carrément embrigadés. C'est-à-dire la technologie les a carrément éclipsés, presque, dans le débat. Donc, il faut que le gouvernement en soit conscient et sache que quand on dit communication là, ce n'est pas parce qu'on a fait une émission sur la TVT. Donc on a besoin aujourd'hui même, la preuve c'est qu'on a besoin de relayer cette communication, cette émission-là sur les réseaux sociaux. On a besoin de le synchroniser avec les radios. On a besoin d'appeler la presse, la presse imprimée, à soutenir cette communication, etc. Donc c'est une façon, c'est plus qu'évident que les médias d'État aujourd'hui sont dépassés. C'est à leur corps défendant, mais dans tous les pays, ils sont aujourd'hui dépassés. C'est aussi simple que ça. Merci. C'est qu'il faut être dans l'innovation. Oui. Si vous n'êtes pas dans l'innovation, bien sûr, les événements vont vous dépasser. Mais sur cette question, rapidement, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, si on recourt avec derrière comment ils appellent ça, AstraZeneca, c'est beaucoup plus pour la question de conservation et puis du niveau de risque en réalité. C'est-à-dire que de tous ces 3 vaccins-là, apparemment, celui-là répond mieux. Mais ça ne veut pas dire, comme il a dit, qu'il n'y a pas de risque. Non. Mais l'autre problème, en fait, chez nous ici, qui peut peut-être se comprendre, c'est que c'est vrai, la survenance ou la résurgence, ou comment je veux dire ça, je veux trouver un autre mot, mais bon, allons-y. Voilà, la survenue, tout simple, de cette Covid a tellement ébranlé et alité nos économies que l'annonce du vaccin a eu une résonance dans l'esprit de nos dirigeants comme un véritable soulagement. Donc à partir de ce moment-là, ils se ruent rapidement sur ces vaccins-là de telle manière à pouvoir avoir les moyens de pouvoir relancer l'économie. Parce qu'à cette allure, s'il n'y a pas de vaccin, vous allez voir qu'à un moment donné, notre capacité de résilience est très 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 moindre. Et donc à un moment donné, il y aura d'autres problèmes sociaux qui vont surgir parce que la précarité devenant de plus en plus ambiante et plus exigeante, bien sûr qu'à un moment donné, ils ne pourront pas tenir. Voilà pourquoi ils s'empressent à recourir donc à ce vaccin, etc. Mais il faut savoir raison garder. C'est pour ça que je dis que, étant entendu que l'enjeu, c'est la vie humaine qui est engagée, il faut vraiment que les gens revoient leur système de communication et qu'ils soient quand même respectueux, qu'ils aient de l'empathie pour le peuple et qu'ils lui prouvent qu'en fait, tout ce qu'ils font, ils le font dans l'intérêt du peuple et non parce qu'ils ont déboursé l'argent quelque part. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé scandaleux cette argumentation qui consiste à dire que mais vous avez eu de la chance parce que l'État s'est disposé à le faire. Mais c'est son travail en fait. J'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas très bien leur mission. Le rôle de l'État ou d'un gouvernement, c'est justement de déployer l'argent qui appartient à chaque citoyen à des fins utiles et pour le bien commun. Donc, si il est avéré que le vaccin est utile pour le peuple, c'est normal qu'il puisse... Mais ce n'est pas un cadeau qu'on fait à un peuple. Il faut que les gens le comprennent. Et s'ils ne comprennent pas ça, ils vont commencer à argumenter comme ils sont en train d'argumenter là. Et ça heurte malheureusement la sensibilité des gens. Je souhaite vivement que l'État, même pas seulement sur cette question de Covid, mais revoie fondamentalement sa stratégie de communication. Qu'il sache qu'il est là pour le peuple. Et chaque fois qu'un ministre sort à la place publique pour tenir une communication, pour présenter une communication, que ça soit fait et empreint de courtoisie, d'élégance, d'égard, de respect, de sorte à convaincre plutôt qu'à vaincre.
de sorte à persuader et à déterminer les gens à les suivre. Je vous dis, avec rien même, vous pouvez convaincre les gens à vous suivre. Et c'est ce que Ousmane Sonko est en train de faire au Sénégal. Voilà, bien sûr, c'est ce que Ousmane Sonko est en train de faire au Sénégal. Mais ici, en attendant, nous allons faire un test PCR, nous rendre à l'aéroport de Lomé et puis sauter dans un avion pour aller en Côte d'Ivoire, à Abidjan surtout. Et nous voici dans la capitale de la Côte d'Ivoire et nous nous demandons qu'est-ce qui se passe autour de Alassane Ouattara. Belle transition, on l'aurait. Comment on l'aurait tellement souhaité au Togo. Non, je crois que le problème, moi je ne vous cache pas que je ne suis pas vraiment un pro Ouattara. C'est aussi ça la démocratie. C'est aussi ça la démocratie, parce que de la manière dont le monsieur est arrivé au pouvoir, et je crois que même si on n'est pas panafricaniste, on n'a aucun intérêt à applaudir ce monsieur. Et le problème en Afrique aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, nous autres, par exemple, dans notre exercice, à un moment donné, tu te demandes pour qui tu te bats. J'avais commencé ici par le cas d'un certain, un imaginaire maître Darro, qui n'a rien compris. Plutôt que de construire, il est venu détruire carrément ce que nous, on essayons de construire avec nos moyens. Nos moyens qui n'existent même pas, nous sommes comme les Sonko au Sénégal. Avec oh oui, et nous faisons l'effort de construire. Et nous sommes également des pères de famille. On peut choisir autre chose, on peut aller au mangeoire, mais on fait l'effort de construire. Alors donc, dans le débat africain, c'est aussi ça. C'est-à-dire que les Africains, on a l'impression que quand on dit la vérité, quand on est en train de les éclairer, ils passent le temps à dormir, ou bien ils passent le temps carrément à te pourfendre. Et c'est en cela que j'aime le dessin animé de Michel Lancelot, Kirikou. Kirikou, qui traduit clairement la société africaine telle que nous sommes. Quand le petit Kirikou, parce qu'il est jeune, quand il vient dire certaines vérités, les vieux sont là à le pourfendre. Non, toi tu te déranges, parce que des fois il pose trop de questions, on le pourfend. C'est ce que la Côte d'Ivoire vit actuellement, où aujourd'hui ils auraient tout fait pour ramener un certain Gbagbo qui, au-delà de son patriotisme, de son patriotisme, de son combat patriotique, il était réconciliateur. Gbagbo est un homme courageux. Aujourd'hui, est-ce que nous l'avons? Celui qui est sur le fauteuil, en 10 ans, bientôt 11 ans de pouvoir, est-ce que Ouattara a réconcilié? Plutôt, non seulement il a divisé, il a été un élément de division de son propre camp. Qui aujourd'hui... Même de la sous-région. Oui, justement. Non, partout où il est arrivé, il n'a fait que diviser. Créer des problèmes. Hein? Aujourd'hui, ce sont ces lieutenants qui sont éliminés un dans un. Voilà un monsieur qui a consommé 5 premiers ministres en 10 ans. Et comment ces premiers ministres ont été traités? Vous prenez le premier Arosso, qu'il a pris du sud, un peu comme sur le schéma togolais, où il voulait montrer que bon, lui il est du nord, celui-ci est du sud. Un monsieur assez compétent, mais qu'il a broyé en quelques mois, il a réduit c'est-à-dire en un moins que rien, et le monsieur même a compris, il a vite fait de remettre son tablier. Mais avant lui, le rebelle, le chef rebelle, c'est Guillaume Soro, qui l'a servi que 12 mois, il a trouvé nécessaire 12 ou 8 mois, il a envoyé à la présidente du Parlement. Après, c'est pour le chasser. Et Daniel Tablan, des plus compétents. Mais comme souvent Wabou le dit, quand tu veux un homme, cherche cette trace. Quand tu retrouves cette trace, tu le retrouves. Dablan, c'est ça? Dablan, c'est comme la façon dont il est venu à Ouattara, sachant que lui-même, il n'est pas clair, il a pris un monsieur qui n'a pas vraiment d'étoffe, enfin, qui moralement n'est pas totalement assis, mais tu vois comment il a remercié. Il lui a déposé sa lettre de démission, il a contraint à lui transmettre sa lettre de démission, il lui a déposé la lettre de démission. C'est 8 mois après qu'il a accepté sa démission. Pendant que le monsieur était vidé de toute sa substance, il n'était que l'homme de lui-même. Aujourd'hui, je ne sais même pas. Il est parti, créer son parti, enfin, qui a fait flop. C'est une coquille vide. Et après, il tombe sur un certain Grand Koulibaly.
c'est comme s'il veut maintenant remobiliser son RHDP autre là, que Soro a vite dénoncé. Et ça a amoché même la mobilisation du RHDP. Mais Gon Coulibaly n'était que un instrument qu'il utilisait pour réussir son 3e mandat. Et vous voyez comment Gon Coulibaly a été remercié. Et l'homme, je dis souvent, je compare souvent Ambak, Ahmed Bakayoko, à un certain Akosolo Lubodjona ici, que je dis, il est comme dans l'Empire Songhai, il est le roi du peuple et Ouattara est le roi du palais. Ambak est le roi du peuple, avec son zèle, etc. Il a monté en puissance, un pur produit, excusez-moi, de la rue, qui a su se faire ses armes, etc. Il a monté en grade, il a la sympathie de la population, les enfants de rue, les microbes, c'est lui qui gère les microbes, les détenteurs de café, ces restaurants de rue, il est dedans, etc. Et Dominique Ouattara l'a tiré parce qu'il sait très bien qu'il peut servir à la politique de son mari. Et Ouattara a monté en grade, il a réussi à écarter Soro, il a pris en charge, il a pris en main le ministère de la Défense. On lui ajoute la primature. Qu'est-ce qui lui manquait? Le fauteuil. Et Ouattara savait très bien, il a vu venir. Il savait très bien. Et bon, selon les rumeurs, il a eu... on l'a poussé dans le dos, mais officiellement, c'est un cancer, quoi. Cancer fulgurant. C'est un cancer fulgurant qu'il a éliminé. Voilà comment Ouattara, il a sauvé des problèmes partout. Il s'est invité au Togo en 2015 pour s'inviter dans la résolution de la crise pendant qu'on Fabre était sûr de gagner. On l'a géré. Enfin, il a pesé de tout son poids parce qu'il sait là où il allait. Il savait déjà en 2015 qu'il devait faire un 3e mandat. Donc, il a intérêt à soutenir le jeune doyen, son jeune doyen du Togo. Hein? Partout, il s'invite. Même, regardez dans l'histoire de l'écho. On convient de quelque chose ensemble. Tu vas avec le jeune Macron et vous annoncez que non, on va créer l'écho dans 2 mois, etc. Donc, est-ce que ce monsieur profite vraiment à la sous-région? Peut-être il profite sur certains plans, mais là, parce que la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire est menacée. La paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire est menacée parce que imaginez tous ceux qui sont... Bon, je ne vais pas monopoliser, je crois que je vais me redonner la parole sur la question, je vais laisser Luc évoluer un peu sur la question. J'espère que moi je lâcherai la parole. Non, ce qu'on peut dire tout simplement en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est que Ouattara est dans une logique de règne pur et dur. Point. C'est-à-dire qu'il a acquis un goût immodéré du pouvoir, il a envie de mourir au pouvoir, c'est clair. Et donc, dès qu'il a accédé au fauteuil présidentiel, il a œuvré à cette fin-là, de manière très simple. Et donc, tous ceux avec qui il a collaboré, notamment à ce poste de Premier ministre, n'étaient que des épiphénomènes. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, il les utilise à sa guise. C'est pour ça que lorsque tu as de la personnalité comme quelqu'un comme Soro, à un moment donné, ça ne va pas marcher. Et c'est parce qu'il voyait, il a bien mesuré la puissance de Soro, qu'il a glissé simplement vers le Parlement. Et là encore, le gars affirmait son aura et tout, et il s'est dit, bon écoutez, lui là, je ne peux pas le noyauter, et je lui demande simplement de me rendre sa démission. Parce que le gars, il a envie de garder son aura. Lorsqu'on le contraint de venir au RHDP, il dit non, ce qu'on s'est dit, ce n'est pas ça. Donc moi, ça ne veut... Quand tu lui dis non, ce n'est pas quelqu'un à qui on dit non. Donc, c'est parce qu'il était dans cette logique-là que Vance contre Vance de Marée, il a pris Gon Coulibaly comme étant son dauphin, le sachant pertinemment fragile, malade et avec un bilan de santé qu'il connaissait très bien. Et donc, il savait donc il a pris en victime expiatoire. Lui qui a dit être technocrate et donc avoir formé suffisamment la jeunesse à laquelle il va léguer, il va transférer, comme il le dit lui-même, le pouvoir. Juste, Gon Coulibaly meurt, il dit, bon ben, écoutez, on est en face d'un cas de force majeure, il n'y a personne, si vous saviez le temps que ça m'a pris de former Gon Coulibaly, vous n'allez pas parler. Donc, parce que Gon Coulibaly est mort, alors bon, mais je me positionne pour un 3e mandat, sachant
qu'à côté, il y avait un Bakayoko qui montait en puissance et qui d'ailleurs a une aura qui est bien reconnue en Côte d'Ivoire et qui est tout à fait suffisamment présidentiable. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça, là où je pense que Bakayoko a commis une erreur, c'est d'avoir hésité. Au moment où le président Ouattara était constamment appelé à faire son 3e mandat, vous connaissez le folklore là, qui consiste à monter la troupe pour vous faire appel. Vous incitez un appel vers vous, alors que c'est vous-même qui voulez ça. À ce moment-là, Bakayoko a beaucoup hésité, parce qu'il se disait, mais attends, je ne comprends pas. Comment il se fait que celui-là, d'abord même pour le désigner, c'était un problème. Le fait qu'on l'ait désigné était un problème au stade du RHDP. Et maintenant qu'il est mort, plutôt que de donner l'occasion à une compétence comme moi, non, bon, il a hésité. Il a été pratiquement le dernier baron du RHDP à appeler Ouattara pour un 3e mandat. Donc Ouattara l'a déjà vu. Il s'est dit, ben, toi, tu es mon pur produit. Parce que je t'ai pris à partir du néant. C'est ma femme qui t'a fait. Quand tu as créé ton Patriote et tout, c'est nous qui avons financé, y compris la radio, etc. Donc, c'est nous qui t'avons forgé. Parce que c'est eux qui l'ont forgé, ils pensent qu'il leur doit, il doit leur être redevable à vie. Voyez-vous? Donc, à partir du moment où il a hésité, ça veut dire qu'il est prêt à voler de ses propres ailes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Étant entendu qu'il est suffisamment puissant, bon, on le met, on lui donne le sentiment que bon, il est l'homme de la situation, ministre de la Défense, et puis bon, voilà, Premier ministre et tout. Mais au même moment, on lui siphonnait toutes ses prérogatives. Et qu'on donnait à un certain Théré Ibrahima Ouattara, et avec cette question de les affaires, voilà, des affaires présidentielles, ministre chargé des affaires présidentielles, mais qui s'occupe de tout, y compris des renseignements, des services de renseignement, qui alors était chargé de mettre même Bakayoko sous écoute, en tout cas de contrôler tous ces mouvements. Ça finit par quoi? Par cette histoire de cancer subite dont on ne connaît même pas le parcours, parce que au moins le cancer, on sait comment le cancer se manifeste dans l'organisme humain. C'est de façon progressive et c'est sur un temps bien donné. Un monsieur qui est un médecin personnel, qui va régulièrement à Paris faire son bilan, comment il se fait qu'on n'a pas détecté le cancer et on ne le détecte qu'à la phase finale où il n'y a rien qu'on puisse faire? C'est quand même suspect, voyez-vous. Donc, et puis il n'y a pas que le cas de Bakayoko, des gens comme Ouattao, etc., qui sont morts de façon violente. On a le sentiment que le pouvoir ivoirien est un pouvoir extrêmement violent et qui n'hésite pas à attenter à la vie humaine lorsque l'enjeu du pouvoir lui-même est engagé, et c'est très dommage. Merci beaucoup, Luc. Je veux quelque chose à ajouter, puisque le temps qui nous est imparti est pratiquement arrivé. Oui, vous développiez. Oui, je disais que la paix est menacée, est encore plus menacée en Côte d'Ivoire que au lendemain de la présidentielle de 2010. C'est 2010, c'est ça? 2010 qui a vu Ouattara arriver, qui a vu Ouattara arriver, parce que mais c'est celui qui a mené la guerre qu'on a mis au pouvoir. Absolument. Et il est arrivé au pouvoir avec des gens qui étaient hier dans la rue, qu'on a promus officiers de l'armée. Ouais. Et qui aujourd'hui, il les a habitués à un train de vie. Et qui s'occupait de ce service-là, ce service d'entretien? C'est Bakayoko. Et Bakayoko, c'est Bakayoko et Soro, ouais. les pères. L'un a éliminé l'autre. D'abord, ils étaient 3. Il y avait Ibé, ouais. Le commandant invisible, que Soros a tout fait d'éliminer rapidement. Ils sont devenus 2. L'autre, il est ministre de la Défense. Soro, il s'occupait de la politique de Ouattara, a fait son image, etc. Effectivement. Bon, voilà. Enfin, l'un a fini par éliminer l'autre. Et donc, Bakayoko, de face à sa générosité légendaire qu'on connaît, il s'est fait des sympathies au sein de ces lieutenants de microbes. Il s'est fait des sympathies partout. Aujourd'hui, on se rend compte que celui qui était le parrain, puisque la vidéo a fait le tour, Ouattara était carrément appelé le parrain de la rébellion. Celui qui était le parrain de la rébellion, mais ça veut dire que les chefs d'atelier, il les a tous éliminés. Ouais. Et donc, ces bandits n'ont plus de repères. Ils n'ont plus de repères. L'implication, c'est quoi? Ils se retournent contre Ouattara, parce que Ouattara aujourd'hui n'a pas, et puis sous le poids de l'âge, quel que soit, même s'il met sa femme
Dominique, à contribution, c'est une blanche. Les Ivoiriens ont... Il y a l'identité qui est importante chez les Ivoiriens. Donc, qui va aller les dire? Qui va aller dealer avec eux? Aujourd'hui, il est écumé dans l'opinion que... Il est semé dans l'opinion que son petit frère a été le Judas, celui qui a éliminé leur chouchou. Un peu partout. Voilà. Vous voyez, Ouattara va avoir aujourd'hui sur son dos les Chinois qui ont laissé Arafat, parce que c'est Amba qui les traitait. Les rebelles écartés, il va les avoir sur le dos. Bon, je parlais des microbes. Ça y est, ceux qui étaient hier à la rue Princesse. Même les leaders d'opinion, les artistes. J'y arrive. C'est-à-dire que Ouattara a réussi quand même à se créer une galaxie qui aujourd'hui ne peut pas rentrer facilement sous le contrôle excuse-moi, je parlais de Ouattara. Voilà. Qui peut rentrer aujourd'hui sous le contrôle de Téné Ibrahim ni de son grand frère. Parce que si c'était facile, Dominique allait lui-même gérer directement. Pourquoi il a pris quelqu'un pour gérer? Aujourd'hui, vous l'éliminez. Donc, la rancœur a augmenté aujourd'hui. Et donc, si Ouattara pense qu'il est plus solide, il se trompe. Parce qu'il a coupé toutes les charpentes de son pouvoir. Au point que, bon, comme il a dit souvent, après il a dit que c'est pas ce qu'il a déclaré qu'il aurait dit qu'il doit tout à la France. S'il doit quelque chose, c'est à la France. Bon, après ils ont démenti ça, que c'est pas ce qu'il a dit. Mais s'il croit que c'est les forces françaises qui vont le sécuriser, les Français sont des businessmen. Ah, c'est clair. Non, la France en a que des intérêts. Dès qu'ils ont une pièce. Non, mais donc aujourd'hui, ils vont facilement dealer avec celui qui. Parce qu'ils ont besoin de la stabilité en Côte d'Ivoire pour eux, leurs intérêts soient sauvegardés. Et donc, moi, je crois qu'il faut que ça serve de leçon. Peut-être c'est ce qu'on évite aujourd'hui au Togo où on ne veut pas casser ceux qui servent de charpente au pouvoir. Mais le reflet ici, c'est que. Ceux qui servent de charpente au pouvoir sont de plus en plus déçus du laxisme, du refus de marquer un leadership, un charisme, et qui peut facilement les emporter les deux. C'est par là que je veux chuter. Merci beaucoup, merci messieurs. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Lucas Baki, un mot pour clôturer. Bon, un mot de façon très rapide, c'est de dire à nos officiels, en tout cas en ce qui concerne cette question de la pandémie, d'obtempérer, d'apprendre à nous parler. Nous avons envie de les accompagner, de nous sentir à eux. Il faut vraiment qu'ils sachent nous parler de telle manière que vraiment on puisse construire le pays ensemble. Sur cette question de rapport, en tout cas Petrolgate, nous attendons véritablement une action forte parce que nous avons envie de nous sentir aimés et puis gouverner avec un peu plus de clarté, d'équité, de transparence, de telle manière qu'on n'ait pas le sentiment que bon, il n'y a que des gens qui sont là pour profiter de ce que nous on produit. De ce point de vue-là, c'est fondamental. Et enfin, ce volet, franchement, Ouattara, qui finalement devient une déception pour l'Afrique parce que on avait eu le sentiment, à partir de son profil, de son background, de tout ce qu'il a construit au plan international, qu'il avait la contenance nécessaire pour donner un exemple de gouvernance idéale en Afrique. Malheureusement, aujourd'hui, il nous montre qu'il a un appétit glouton pour le fauteuil présidentiel et donc pour nous, c'est un échec. Il faudrait que nos intellectuels apprennent à se ressaisir et à comprendre qu'il y a le diplôme, il y a la réalité technique, mais dans la gouvernance, c'est avec des valeurs qu'on gouverne un peuple qui aspire à aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Joël? Moi, je voudrais juste faire un petit arrêt sur la question des privatisations et pour dire que aujourd'hui, si tout le monde s'accroche au marron qui va tirer, à son marron immédiat qui va tirer dans ces histoires de privatisation en livrant les banques, les sociétés d'État, la remontée sera difficile parce que d'une façon ou d'une autre, il faudra qu'on arrivera à la nationalisation ou du moins à retirer cette société-là des mains de ces expatriés. Et donc, plutôt que de faire le difficile, il faut aujourd'hui donner ne serait-ce qu'une petite chance à la compétence locale
pour les mettre à l'épreuve. Dans le cas de la BTCI, à part ce que le chef d'État a essayé, etc., des experts disent mais il y a des techniciens qui peuvent redresser ces banques-là. On ne sait pas où. Le problème, c'est que ces banques sont siphonnées. Bien sûr. Il suffit de boucher ces trous. Il y a des techniciens qui peuvent redresser ces banques. Au niveau de la société, on vous dit mais il faut juste restructurer cette société. Il faut agir sur certains curseurs pour le rendre rentable et qu'on enlève de la gestion les clientélismes politiques, les questions tribales, les questions de réseau, etc. Et au moins, ces trois structures vont rester dans le giron du Togo parce que c'est à nous. C'est nos enfants qui viendront payer la dette. Et pour tout corroborer avec l'histoire de vaccin et la campagne COVAX, etc., et tout, il faut que chacun s'applique à savoir que ce qu'il fait, il le lègue pour ses héritiers directs. Et quand tu le fais en mal ou en bien, bon, l'homme est dans l'immédiat, mais nous ne sommes pas des produits du média. Parce que la conception même de l'homme, c'est un processus. L'homme on n'est pas tombé du ciel comme ça. C'est un processus. Donc, tout ce que tu fais, même l'alimentation de ta maman, etc., tout ça, ça a contribué à ce que tu es aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on fasse l'effort de construire, enfin, de léguer à notre pays, à nos enfants, un pays meilleur que ce que nous avons connu, mais également de construire un pays où on est digne. Et donner de notre esprit plutôt que de courir derrière les futilités. L'enjeu, c'est pas dans les 4x4, c'est pas de paraître. Il faut être. C'est le combat que nous menons. Merci beaucoup messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Était avec nous sur le plateau Luc Abaki. Il est chroniqueur, il est analyste et journaliste, l'ex-directeur général du groupe Sud Média, LCF et City FM. Merci. Merci, c'est à vous. C'est toujours un plaisir de venir ici et d'échanger sur des sujets d'actualité, des sujets qui concernent la vie même de notre pays et même de la sous-région. Merci beaucoup. Et également avec nous Joël Ega, il est le directeur de publication du journal Fraternité. Joël, merci d'être passé. Le plaisir est permanent. Merci également à nos techniciens, le chef technicien Marc Azangbang, Henri Bassapor et à nos deux charmantes stagiaires, les belles dames. Merci à vous et à la prochaine.